Je pense que vous êtes arrivé. Oh, Dieu soit loué. Oh, mais dans quoi je suis allée me fourrer? Ça va, Loïs? La bombe! Il y a une bombe dans l'ascenseur! Oui, je sais. Maintenant, on va passer à la partie spoilers. Voilà, spoilers à l'est. Imaginez, il y a un gros mot spoilers qui vient de se noter. Et nous passons donc à la partie avec des éléments concrets du film. Acting, comme je l'ai dit, Margot Kidder, donc Lois Lane. Je l'ai trouvée beaucoup plus convaincante, voire attachante. Mieux maquillée, peut-être. Ça, je mets un point d'interrogation, voire mieux filmé. C'est-à-dire que les plans qui ont été faits, oui, franchement, enfin. Il y a des fois aussi, ça a été tourné de manière subjective, comme si on était à la place de Clark Kent dans les interactions. Et du coup, je pense que pour moi, en tout cas, c'est une force. C'est une force, enfin, je l'ai trouvé vraiment plus convaincante dans la plupart de. Bah, j'ai rien à redire en fait dans toutes ces scènes. Par contre, j'ai noté un détail qui m'a fait. Où j'ai relevé du sourcil, c'est la toute première scène de Lois Lane dans le film, c'est on la voit fumer. Je sais qu'on était dans les années 80, surtout qu'en plus, c'est toujours compliqué de contextualiser ce film. Enfin, quand je dis contextualiser l'époque de, de leur adaptation, parce qu'en fait, on est par exemple sur un. Je sais qu'il y avait quand même des costumes dans les années 80, surtout début 80, mais il y a toujours ce côté. Après, je suis pas historien, mais ça me fait. J'ai du mal à situer parce que par exemple, de l'apparence de Clark Kent, etc., j'ai l'impression qu'on est dans les années 60, même par certains éléments de décor, alors qu'on est dans les années 80. Euh, voilà, c'est compliqué. Mais voilà, comme je dis, je suis pas historien, mais en tout cas, moi, ça me fait dire. Oh, peut-être que ça. Voilà, j'arrive pas. J'arrive pas à savoir dans quelle époque on est. Après, voilà, c'est pas le point noir, mais c'est vrai que ça a toujours un peu mieux de mieux situer les éléments, je trouve. Mais voilà, ce n'est que mon point de vue. Ensuite, nous passons à Christopher Reeves. Oui, voilà, c'est rapide parce qu'il n'y a pas masse à dire non plus. Donc, Christopher Reeves, toujours excellent. Et moi, j'ai noté de beau gosse. C'est vraiment, enfin, c'est un bel homme, c'est un bel âtre. Comme certains diraient pour Superman, il est. Pour le personnage, donc, il est très charismatique. Quand enfin, il saisit la caméra, l'écran, on voit plus que lui. Euh, Ouais, je suis limite devenu une fangirl de Christopher Reeves en revoyant ce film aussi. Et il est toujours, enfin, je l'ai noté pour l'écriture, il arrive tellement, comme dans le premier, à être toujours autant crédible en Clark Kent qu'en Kal-El, que les deux sont les faces d'une même pièce forcément. Dans ce côté, voilà, tout timide, tout recroquevillé, et en même temps que les Superman, quand il refait sa révélation justement à Lois Lane, on voit vraiment son dos filmé. Là, c'est intéressant pour le coup qu'il le filme en plan italien, donc jusqu'à la moitié des gens, où il est vraiment, on voit le dos qui est un peu recroquevillé sur lui, et puis, bam, il se retourne, il enlève les lunettes, enfin, c'est un petit détail, hein, mais voilà, ça fait toute son importance. Et ça, c'est la touch Reeves, comme je vais l'appeler maintenant, la Reeves touch. Voilà. Rien de plus à dire en termes d'acting. Gene Hackman, fidèle à lui-même. Vous avez vu le premier, il est pareil ici. Il n'y a rien à retirer de plus. Il n'y a rien qui. Il n'est pas plus haut que. Celle-là qui arrive limite, il est encore un peu mieux que dans le précédent que Hackman. Ben, rien de négatif, rien de grand positif. Les autres, ben, ils sont crédibles, voilà, c'est tout. Je pense que l'écriture et les choix de réalisation n'aident pas non plus à les mettre davantage en valeur. Et c'est dommage. D'ailleurs, en parlant d'écriture, on y vient maintenant.
On va pas tergiverser longtemps s'il y a pas masse de choses à dire, mais il y a quand même quelques trucs à dire, quelques petites notes qui ont été faites. Donc on revient sur Lois Lane. Déjà, je vous ai dit l'élément, elle fume. Elle se fait un petit smoothie, mais vite fait maison. C'est drôle. C'est drôle parce que là, pour le coup, comme je disais, où Reeves est super bon, c'est-à-dire que enfin, c'est limite la scène d'intro après enfin, la scène d'intro après, du coup, ce qui s'est passé de la Trinité, Zod, etc. Quand on arrive à, du coup, Daily Planet, il y a ça qui se passe. Bon, il y a un petit intro Clark qui rentre dans le bureau, etc. Et quand on arrive, on est vraiment comme Clark en fait. On voit Lois qui fait. On voit qu'il y a eu plusieurs plusieurs qu'elle a déjà fumé presque un paquet sur la journée. Elle est déjà là à se faire. C'est paradoxal quoi. Elle fume et en même temps elle essaye de penser à sa santé. Bon, on sait qu'à l'époque évidemment il y avait des choses qui étaient moins connues là-dessus, surtout dans les années 60. Je regarde Mad Men et c'est les années où notamment où ils ont commencé à en parler de est-ce que c'est cancérigène, voilà, blablabla. Donc c'est ça que j'ai dit quand c'est en termes d'époque, en plus on devrait être dans les années 80, ça devrait être un peu plus connu, il me semble, hein, mais je suis pas expert. Donc voilà, c'est un petit élément, on va dire un petit peu à poil humoristique. J'ai noté là pour le coup qui est un plus intéressant du personnage, c'est elle trouve un peu vite, j'ai mis entre guillemets, et c'est là que je me suis dit moi-même le truc du Clark Kent avec ses lunettes Superman, pour moi ça fonctionnerait pas. Et par contre ce que je dis quand même un peu vite, c'est-à-dire que par rapport au deuxième, c'est vrai que comme c'est dans les premières scènes un peu du film, je trouvais ça, ben, comme je l'ai dit, vif. Maintenant, en termes, comment je vais dire, maintenant en termes de mise en scène, je trouve que ça reste crédible. Comment Margot Kidder le joue, du coup comment elle est dirigée, les réflexions derrière, comment bah, vraiment dans l'acting, dans la situation, donc là où on est au Canada, près des chutes du Niagara, voilà, ici on peut le dire en partie spoilers, ça le fait, ça le fait, ça le fait. Et du coup, je peux comprendre le pourquoi de l'avoir mis là. Bah, la situation fait que Clark a un truc sur ses lunettes, je sais plus quoi, ou a reçu de l'eau, du coup elle essuie, hop. Et puis du coup il y a une petite question, ouais, ok, c'est inséré là, logique, c'est crédible, voilà. Un truc qui m'a interpellé dans le film, donc là par la suite, à un moment elle lui dit bien plus tard, donc moment révélation, comme je disais avec le dos, clac, clac, clac. C'est En fait, c'est un moment aussi qui est arrivé. Tout bêtement, en fait, il l'a sauvé. Donc là, très malin. Donc elle se jette par la suite parce qu'à un moment, bah, elle a remarqué, comme je disais, quand Superman est là, Clark n'est plus là. Et du coup, pour le mettre à l'épreuve, elle se jette à l'eau et lui, il trouve une astuce. On voit qu'il réfléchit quand même un peu avant d'agir. Bah, il voit qu'il y a des gens, etc. Ouais, il est comme ça. Puis il voit une branche. Enfin, il regarde, il y a personne. Malin, malin le Clark, malin, mais audacieux quand même parce que bon, on voit quand même qu'il y a un petit challenge que si Loïs elle y passait quoi. Je trouvais ça intéressant dans la mise en scène d'enjeu pour lui, de jouer sur cette dualité, enfin sur vraiment son alter ego. Euh, et du coup après ben on arrive ils reviennent à l'appartement je crois. Je vais appeler ça appartement, la chambre. Et je sais plus ce qu'il fait, il finit par avoir sa main dans le feu. Il y a un truc qui glisse, hein, voilà, une maladresse. Et du coup, ben, ensuite, ben, elle regarde, c'est normal, s'il est brûlé, et puis là, ben, voilà, la révélation, tout ça. Et là, du coup, on en vient à un moment que j'ai noté, qui fait que elle lui dit, elle l'a toujours aimé. Mais là, je suis perdu parce qu'en fait, aussi bien dans le premier qu'ici, les personnalités de Clark Kent sont pas aussi développées qu'aujourd'hui, en comics et en film. Quand elle lui dit elle l'a toujours aimé, elle a aimé qui Clark, Superman. Normalement, si on suit au premier, c'est Superman qu'elle aime et Clark Kent, elle le calcule pas. Mais en même temps, mais en même temps, il y a eu des choses qui fait qu'on pourrait se poser la question. Parce que quand on lui dit elle l'a toujours aimé, il faut savoir. Enfin, c'est un petit truc comme ça qui me vient en tête parce que ça a été mis en place dans le film, ou c'est peut-être que moi qui l'ai vu. Mais la première fois, quand souvenez-vous dans le premier, où il fait l'ouverture de champagne, de mousseux, quand ça tombe sur lui, je sais pas si elle le regarde par rapport au fait qu'elle se dit c'est un tocard qui a réussi à nous aider à ouvrir la bouteille, ou parce qu'il me semble qu'il y avait quand même un chant contre chant rapproché de deux, où elle le regardait et que moi je me disais, par rapport ici à ce qu'elle dit, que c'est peut-être le moment quand elle a regardé, il y a peut-être eu un coup de foudre.
Voilà, je mets ça comme ça sur le tapis. Margot Kidder, tu me diras. Mais il me semble que oui. Comment elle est tombée amoureuse de lui? Parce qu'en fait, leur relation en tant que civil, vraiment la relation civile de Sup, je trouve qu'on la voit une nouvelle fois. Même si on le voit pas mal finalement en costume, en Clark Kent, c'est pas tant développé que ça, quoi. Lois Lane, alors j'ai mis, elle est maligne ou du moins elle est un peu aventurière, c'est-à-dire que quand elle arrive en France, déjà à Paris, donc ça c'est l'introduction du. Il y a l'élément Zod, Paris, donc avec les terroristes. Euh, Déjà, ce que j'ai aimé dans ce truc avant d'en arriver là, quand Perry dit à Clark, enfin vraiment, c'est un. Ah ouais, voilà. Donc la zone de. C'est ça. Il y a eu la zone de Zod. L'élément Loïs qui filme, c'était plus tard dans le film. Là, c'était Clark qui arrive, qui apprend par Perry qu'elle est partie en France, bazar terroriste. Bon, Perry, quand même, qui a pas peur de mettre en danger sa reporter, mais là, je suis comme ça sur cet élément. Parce que, ouais, le travail, mais si, enfin, si ça peut péter à tout moment, enfin, je sais pas. Après, en tant qu'éditeur, si ta reporter meurt, c'est toi qui dois. T'as ça sur la conscience, quoi. Donc voilà. Mais ensuite, ce qu'il y a, c'est que dans cette chose, je me suis dit, par cette scène, du coup, on n'a pas le côté Lois Lane. On n'a pas ce côté princesse, sauvetage de princesse qu'on a dans le Man of Steel. Donc de Snyder qui corrige du coup pas mal de choses, qui reprend pas mal d'éléments aussi de ce deuxième volet avec Zod, etc. Et sa venue de Zod sur Terre, etc. Et ce qu'il y a, c'est que dans le Man of Steel, par exemple, on a vraiment Lois Lane qui est en mode, elle va se faire tuer, Superman arrive, il sauve sa chérie, quoi. Je veux dire que pour moi, là où c'est un petit défaut dans Man of Steel, il n'y a pas eu ce côté, on la voit interagir, enfin, à part dans la Director's Cut, où du coup il y a cette petite interaction avec Jimmy Olsen, et puis hop, elle se fait euh, choper par le chef. On n'a pas eu ce côté enquête, en fait, de reportage qui fait qu'elle est mise en danger, elle est direct en danger, et Superman vient la sauver. Que là, en fait, dans le film, c'est, certes, il part pour Lois Lane à Paris, mais il y a quand même le pourquoi il relève le sourcil, où il est déjà prêt à partir, c'est pour les terroristes en fait. Et ensuite, il y a Lois Lane, qui fait double impact, c'est bon, j'y vais quoi. Je suis Superman déjà, il y a une bombe à Paris, ok. Et il y a Lois Lane. C'est comme ça que pour moi, finalement, plus j'en revois de Superman, plus j'en apprends que ça doit être établi pour Superman. C'est pareil en fait, plus ou moins comme dans le premier, c'est-à-dire que dans le premier, en fait, quand il y a le premier accident, on va dire ça, il voit l'hélicoptère qui est en danger et puis en fait, il remarque qu'il y a Lois Lane. Vous voyez ou pas où je veux en venir? Bon, vraiment désolé pour la lumière, je sais pas ce qui se passe, j'espère que c'est mieux. Donc voilà, je vais essayer de faire court. En gros, voilà, Lois Lane, c'est une réussite pour moi, mieux écrite, vachement mieux écrite, mieux incarnée, beaucoup plus convaincante. Ensuite, on a Clark Kent. Alors là, c'est un peu plus, il y a plus de points noirs quand même, toujours. C'est pourquoi est-il reporter? On n'en sait rien. On n'en voit pas la couleur de ses aptitudes en tant que journaliste. Je comprends, le film s'appelle Superman, c'est top. C'est lui qui reste le personnage principal vraiment en tant que Superman. Mais en tant que Clark Kent, voilà, je ne ressens pas pourquoi elle a été élevée par les Kent. Pourquoi c'est les Kent, c'est pas une autre famille. Je ne ressens pas du coup le côté un peu dur labeur d'avoir été vécu en ferme. Euh, c'est quelque chose, quoi. Le personnage, comme il a été établi, comme je dis, plus j'en apprends petit à petit, notamment grâce à des chaînes comme la Ligue des Nakama et donc les rubriques d'NCK, voilà, des petits feuilletages de comics et des lectures que je vais avoir. Enfin, et du coup, ces films aussi. Donc voilà, je trouve ça un peu dommage. Comme ils en diraient mieux que moi, Oz et Deviant et d'autres, enfin, Superman, c'est Clark Kent avant tout. Et là, je pourrais avoir n'importe quel nom, il aurait pu être élevé par n'importe qui, ça aurait rien changé en fait, euh, quand on regarde les films. Et c'est ça qui est un peu dommage. Voilà. Après, une nouvelle fois, pour anecdote, je crois pas l'avoir dit pour les précédentes vidéos, mais je vais m'acheter aussi, dans les semaines moi, qui viennent, l'anthologie d'ici de Superman. Donc, qui va retracer l'évolution du personnage sur papier et notamment de Dangeray, du coup, ses premières aventures.
bien que j'ai 2-3 vintage ici. Donc là, je pourrais comprendre un peu comment il était développé, du moins, enfin oui, comment il était caractérisé à l'époque. Peut-être ce qui m'aidera à comprendre ces films. euh, Parce que là, quand je regarde ces films, je me demande vraiment sur quoi ils sont basés en fait. J'ai noté un truc aussi qui m'a fait relever un peu fortement les sourcils. Alors il y a un peu de ça dans Men of Steel, quand t'as Clark qui va péter un camion après. Mais je vais dire que là c'est un peu plus... on en reparlera de Men of Steel sur la chaîne, mais ça m'a... Je vais dire que c'est pas un... on pourrait se dire que c'est un petit accès de rage. Et encore, moi je dirais que c'est plus un truc de punition. Et là il n'est pas encore Superman. Enfin, il y a, ça pourrait, on va dire que quand je reverrai Men of Steel, ça va être intéressant les discussions qu'il y aura avec les autres intervenants. Mais voilà, en tout cas là, le moment là où je repense ça, pour moi ça passe. Que là ici, le gars, il veut se taper avec un camionneur parce que le gars a pris sa place. Bah déjà réaction d'adolescent et puis même si c'est vrai que moi ça m'embêterait aussi dans cette scène je serais à la place de Clark dire bah, le gars il prend la place alors que je suis censé être à côté. Voilà, c'est certain que moi ça me ferait gratter aussi à la barbe, ça m'en gratterait la barbe. Mais là c'est Superman quoi, donc le gars il vient vraiment à s'en taper, il a le regard qui devient noir et pas oublier que du coup en fait mec t'as plus tes pouvoirs et enfin, en fait, c'est tout bête, mais c'est les valeurs que représente pour moi Superman, enfin, comme beaucoup d'autres, et comme je dis, je commence à comprendre davantage. C'est vraiment le gars qui est loin de tout ça, en fait, c'est un pacifiste, c'est le gars, comme on dit, qui est censé incarner l'espoir. Euh, du coup, pour moi, c'est plus. Enfin, c'est pas le personnage en lui-même quand on voit ce genre de scène, en fait. Ça devient un mec lambda une nouvelle fois et Superman, c'est pas censé être un mec lambda. Quand il est Clark Kent, il y a des points, justement, comme je disais, où il joue recroquevillé, où là c'est intéressant parce que du coup il casse son image, il donne vraiment une autre personnalité quelque part pour justement se cacher pour avoir cet anonymat, mais là c'est un peu peut-être trop dans l'extrême. Voilà. Et comme j'ai noté aussi, du coup, là, c'est un moment où il a plus le pouvoir. Et le pourquoi, comprends pas. Comprends pas une nouvelle fois. Qu'est-ce que les Ken lui ont inculqué, en fait. Ou même ce qu'il a appris avec ses parents. Sa mère lui dit d'ailleurs dans le truc, enfin... en gros, mon garçon, c'est pas rien. Je me souviens plus des mots vraiment mot pour mot. Et pourtant, je l'ai vu hier, hein, au moment où j'enregistre. Mais qui aura des conséquences, etc. Es-tu sûr? Il dit oui, je l'aime, mais oui, d'accord, mais bon, on n'a quasi rien vu de leur relation et tout. Il l'aime pourquoi en fait? Déjà ça, pourquoi? Pourquoi il aime Lois Lane? Pareil, il pourrait avoir un coup de foudre, ok, d'accord, mais c'est tellement. Les éléments, finalement, c'est des films qui font 2 heures autant le premier qu'ici. Il y a tellement de trucs comme ça qui sont importants dans le développement des personnages et sur lesquels on prend pas le temps de développer et puis on arrive à des trucs comme ça. Bah oui, Coco, ok, je comprends par rapport à l'univers, mais en tant que film, c'est là que je vois faiblesse scénaristique. Aussi, en autre point noir, j'ai noté, c'est-à-dire qu'on a l'élément de Zod qui est mis au début, ok. On revient à Clark, donc il y a le truc à Paris, ils sont au Canada, ok. On va dire que ça les développe un petit peu, du moins bah, ça développe leur relation. Ok, d'accord. Maintenant, est-ce que ce n'est pas, est-ce que ce serait une grosse ficelle, une nouvelle fois, du coup, en fait, d'avoir isolé Superman avec Lois fait que il est coupé de ce qui se passe avec Zod. Alors que moi, pour essayer de vous expliquer en quoi je trouve cela dérangeant, je vais essayer de vous expliquer ce que moi, du coup, j'aurais fait par rapport à ce que j'ai appris une nouvelle fois du personnage. Donc, je sais que dans un comics, par exemple, il va, je crois que c'est en Afrique, dans un pays africain, je crois, ou de ce côté-là, et il va aider des gens à semer des champs, faire ce genre de choses. Pourquoi?
Voilà, à la place de s'isoler, faire vraiment un truc un peu romantique ou très adolescent, teen movie. Pourquoi ils ont pas fait quelque chose dans ce genre-là où Superman, en fait, est très pris par son action de justicier dans d'autres pays, en mission. Voilà, on pourrait dire en quête vraiment de Superman, sauvetage. Il aide des gens vraiment qui sont dans des pays malfamés, qui fait des trucs, voilà, comme on le disait, c'est quoi le dur labeur de fermier? Voilà, c'est un gros cliché, je vais dire, le gros exemple, mais voilà, de voir qu'il aide, voilà, même si c'est l'homme d'acier, il porte des trucs lourds, des gens qui sont occupés à, voilà, on va dire un petit village africain, ils sont occupés à reconstruire une église, il va les aider, il y a Lois Lane qui est là, et du coup, elle, en même temps, elle ferait un truc de reportage, mais positif par rapport à ce qui se passe, etc. Donc, ou même, par exemple, il serait sur ce lieu-là, et en fait, il découvre qu'il y a une bande de rebelles. Voilà, je dis une nouvelle fois, c'est un cliché, mais ça fonctionnerait parce qu'on verrait Superman en action, en clair, vraiment en action de Superman, et puis ça mettra en avant les valeurs que les Kent lui ont inculquées, que finalement, bah, dont on ne sait rien jusqu'ici. Ça traiterait de leurs relations humaines entre eux, hein, Lois lui et lui, son rapport avec les gens, la communauté, que Superman c'est le héros du peuple, euh, et en même temps comment il traite les menaces terre à terre, voilà, euh, de ces environs-là, et ce qui ferait qu'en plus, là, en faisant tout ça, ça expliquerait, ça développerait déjà les personnages, leurs relations, mais en plus, ça développe le personnage de Superman en tant que bah, voilà, héros, justicier et tout du peuple, comme je l'ai dit. Et puis, ça justifie aussi pourquoi il n'aurait pas vu Zod, pourquoi il aurait été coupé du monde, en fait, en faisant tout ce genre d'action. Que là, du coup, c'est juste en entrant amoureux, j'ai renoncé à mon pouvoir, on fait un peu. Voilà, hein, là, ça va, on va dire toute la night. On voit bien, etc. Et ouais, mais c'est. Après, enfin. Voilà, c'est des idées que c'est un comics qui est sorti bien après, je crois. Mais pourquoi ils ont pas eu ces idées-là quand ils ont fait le film, en fait? Il y avait déjà de grands films déjà dans les années 80, et là, comme je l'ai dit, on est sur une époque où on a eu Shining, on a eu l'Empire contre-attaque, on a eu un voyage au bout de l'enfer, je crois, avec De Niro, que j'ai pas encore vu, hein, mais que je verrai. Donc voilà, c'est tous des grands films, et là, enfin, pour moi, Superman 1 et Superman 2, oh, c'est vrai que Superman 1, par rapport, je dis, enfin, même si moi, Gui, ça tape un peu au-dessus en termes de certaines choses, et surtout d'Halloween, qui est vachement au-dessus du premier. Là, les films que je vous ai recités, et on pourra en prendre plein d'autres parce que bah, plus on avance dans le cinéma, plus il y a des choses qui ont été de plus en plus intéressantes aussi. Et là, je trouve que on va dire, si on le met en contexte, une nouvelle fois, on remet en contexte face à d'autres films, il tient, il va pas dans un top 5, quoi. Et pourtant, certains points du premier ont été améliorés ici, mais ça manque toujours de développement, de consistance. Et pourtant, comme je dis, pourquoi je suis plus rentré dans ce film, pourquoi j'ai plus apprécié, parce que l'acting, parce que les changements de décor, euh, parce que le rythme, certes c'est un scénario très classique, mais c'est très rythmé. Aussi, Todd, Ursa et Non sont juste méchants pour être méchants, comme je l'ai dit. Alors il y a le truc on sait pourquoi au début ils sont euh, arrêtés. Alors c'est très vif, hein. Je vous la fais courte, mais comme dans le film. Ils sont dans... On va Non, donc on va dire le lutteur qui vient... euh, qui pète un coup à un mec devant un fond vert. Je crois que c'était déjà des fonds verts à l'époque. Ensuite, on les a tous les trois dans une pièce. T'as ceux qui enlèvent un truc, une kryptonite d'un bazar. Et du coup, ça vient tout rouge, boum, sécurité, tout ça. Tu- Déjà, quand il fait l'action, moi, je me suis dit littéralement, en fait, c'est lui qui a déclenché la destruction Krypton. On pourrait se dire, parce qu'on n'a pas tous les aboutissants dans le premier. Même si Jorel dit on a 30 jours, etc. Mais en fait, là, quand tu reprends l'élément, tu pourrais dire c'est lui qui a déclenché ça 30 jours avant. Et là, boum, ils sont dans le truc du cerceau. Alors, visuellement, comme Oz avait dit, les trucs du cerceau, pour le premier, c'est intéressant.
Mais là, enfin, ça va tellement vite en fait. Pourquoi Zod, pourquoi Ursa et pourquoi Non se sont alliés? Pourquoi ils ont monté. C'est même pas un complot, pourquoi ils en sont arrivés là? Je n'ai pas leur motivation. Ils sont méchants pour être méchants. Zod prend vite le pouvoir. Alors là, j'ai mis point d'interrogation. Est-ce que c'était un manque de budget? Du coup, d'avoir fait deux trois actions où du coup, il fait des attaques, on va dire, dans une ville peut-être adjacente au Texas ou dans le Texas. Et, euh, et puis du coup, prend direct le pouvoir face aux médias, qu'il arrive à la Maison Blanche. Enfin, ça s'enchaîne très vite. Euh, En termes de rythme de film, tant mieux. Mais en termes de développement, et c'est ça que je dis, est-ce que c'est un manque de budget de montrer du coup sa montée en puissance, qu'il n'y a aucune résistance? Et quand je dis aucune résistance, je suis méchant, mais la seule résistance qu'on voit, c'est la petite troupe militaire qui arrive dans le village, ils se font dézinguer et puis c'est fini en fait. Donc c'est ça que je dis, est-ce que c'est un manque de budget d'avoir fait ça? Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, on saurait, comme ça a été fait dans Men of Steel, bah, on s'est montré des avions, on s'est montré vraiment une élite de généraux qui en parlent, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc là, il manque tout ça, quoi. Au moins de montrer des chefs d'État qui ont. Pareil, on a des chefs d'État qui ont. Justement, quand on parle dans le bureau ovale, mais c'est. Quand je dis j'en parle, c'est un mec, t'en vois d'autres qui sont là, ils font de la figuration. Ah, voilà. Et je vais terminer par ça. Du coup, là, c'est vraiment mon côté. Par rapport à mes connaissances, du coup, les petites connaissances que j'ai attrapées par ma formation en réalisation audiovisuelle. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, c'est pas très inspiré en termes de réalisation. C'est pas très inspiré. Ça, c'est, comme j'ai dit, beaucoup de plans fixes. Alors, je sais, comme je le dis, je le redirai sur la chaîne, j'en ai vu pas mal de films rétro, que ce soit des années 60, des princesses Sissi, ce genre de choses. Du western, des grands classiques, comme La Horde Sauvage aussi, bon, par la suite, ça. Mais même des films comme beaucoup Yul Brynner qui a marqué mon enfance avec le Roi et moi, etc. Du Steve McQueen, voilà. Donc des films rétro avec des longs plans fixes, j'en connais, j'en ai vu. Mais souvent, très souvent, ça racontait quelque chose. Je vous reprends l'exemple une nouvelle fois parce que c'est l'exemple qui me revient en tête et le plus facile pour moi pour vous parler de ce film. C'est quand ils sont dans la chambre Lonely Moon et que c'est beaucoup trop long. Ça manque d'interaction. Et c'est ça que quand on arrive à des plans où t'as Lois qui essaye de réveiller Perry White, là ça fait du bien parce qu'on a enfin là où on pourrait se dire sur des films par exemple comme Rec, qui est très filmé au corps pour justement appuyer le malaise de ce qui se passe. Là, faire trop de plans larges, c'est pas bon non plus, quoi. Il faut trouver un juste milieu. Je trouve, voilà. C'est compliqué, ce genre de film, en tout cas, voilà. Si je pourrais en faire une petite conclusion maintenant, c'est compliqué, ce genre de film, parce qu'il y a, en tant qu'adaptation, ben oui, c'est intéressant de voir ce qui a été fait. Mais vraiment, quand on commence à gratter tous les points, et je sais, une nouvelle fois, il faut remettre en contexte, c'est ça que je vous ai dit, c'est remettre en contexte par rapport à des films qui ont été faits. Et je trouve que ça reste faible. Mais une nouvelle fois, quand je dis c'est faible, ça ne veut pas dire que c'est mauvais. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais parce que les codes, euh, les codes de réalisation basiques, du moins pour l'époque, sont là. C'est-à-dire qu'on a toujours, ça joue sur les échelles de plans, pas autant qu'aujourd'hui, pas autant qu'on pourrait le faire. C'est pour ça que j'en ai parlé ici. Mais voilà, on a des plans là, des plans très larges, on a des plans italiens donc jusqu'aux jambes, on a quelques champs contre champs donc rapprochés. Il y a enfin l'image est très propre. Il y a ça j'en ai pas parlé, mais de belles scènes d'action. Et pour l'époque, vraiment, là, pour le coup, c'est une belle prouesse d'avoir fait ce qu'ils ont fait. Alors, j'ai vu par moment, il y a de la maquette, mais justement, ça ne savait pas faire autrement, mais enfin, moins d'une autre manière qu'aujourd'hui. Et c'est très propre avec le truc des voitures, tout ça, l'attaque de Zod, etc., à Metropolis, l'affrontement avec Superman. Euh,
qui a été du coup amplifié, nettement amélioré de Man of Steel, forcément avec les moyens, etc. Il y a à boire, il y a à manger. Je suis désolé pour ceux qui aiment beaucoup ce film, de l'avoir autant dézingué, mais si on dit comme ça aussi en France pour certains d'entre vous. Mais voilà, il fallait que j'en parle. Et je pense à mon avis que ça va quand même rester mon préféré de la quadrilogie, si je vais jusqu'au 4 et que je tiens pendant le troisième, qui ont l'air un peu naze, d'après tout ce que j'ai entendu sur eux. Voilà mon avis sur Superman 2. L'aventure continue apparemment et on verra bien si je vais vous parler du troisième, si ça va le faire, hein. Sinon ce sera du Superman Returns et attendez-vous à un live en février pour parler de l'ère d'honneur du coup. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le petit like si vous avez apprécié cette vidéo ou pas. Vous pouvez abuser du pouce en l'air. Et j'attends surtout, si vous avez des choses à dire, que vous soyez d'accord ou pas, dans l'espace commentaire. Voilà, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien et que la passion soit avec vous. Un steak segnoni, pas de haricots et un café. C'est parti. Excusez-moi, il y a quelqu'un là. Ouais, et un moins, mon trésor. Je vous offre quelque chose? Non, merci. Excusez-moi, monsieur, vous êtes assis à ma place. Ta place, c'est d'où tu viens, Binoclard? Ah. Je crois que vous avez besoin d'une petite leçon de politesse. Ouais? Et qui va me la donner, cette leçon? Écoute, Clark, on a fait Chérie, ça. si vous le permettez, nous allons nous expliquer dehors. Clark, J'ai dit, si vous le permettez, nous allons nous expliquer dehors. Non, non, écoute, Rocky, ton steak sera bientôt prêt. Oh, il n'y a qu'à le laisser marcher. Ce sera un steak minute. Après toi. Clark. Ça va, ma chérie. Ça va, monsieur? Ça ira très bien, merci. Donnez-moi ça. Clark. Mais c'est du sang. Oh, c'est mon sang. Oh. Eh bien, je crois qu'il faudra à l'avenir embaucher un garde du corps. J'ai pas besoin d'un garde du corps. J'ai besoin de l'homme que j'ai aimé. Oui, je sais seulement. Il n'est pas là. Clark. Eh bien, je vois que t'es pas assez fuité pour rester couché. Oh! Oh, toi, la souris! Attends, tu vas voir! Non, ça suffit! Ça suffit! Tu vas arrêter, Rocky! Et en plus, j'aime pas ta barbaque. Oh, grand Dieu.